Merci Marion, bonjour à toutes et à tous. Bon, alors notre sujet du jour, c'est les enjeux des territoires inclusifs. On va peut-être commencer par une petite définition. Qu'est-ce qu'un territoire inclusif ? Je vous propose la définition de l'Agence de développement et de maîtrise de l'énergie, l'ADEME, qui nous dit qu'un territoire inclusif est un territoire qui répond à la fois aux enjeux de la transition écologique et qui est conçu par et pour tous et toutes dans un processus d'amélioration continue afin de créer, je cite, des cadres de vie de qualité favorisant le lien social et permettant à chacun d'y trouver sa place, de répondre à ses besoins et d'augmenter son autonomie. Voilà, c'est une définition un petit peu longue qui veut dire quoi ? Qui veut dire qu'en fait, il s'agit de penser le développement économique et le développement durable en inclusion dans des territoires géographiquement très délimités et en favorisant la participation de tous et de toutes à l'élaboration du projet de territoire. Alors, le terme de développement inclusif, en fait, est encore assez peu utilisé, mais c'est un petit peu comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir dans Le bourgeois gentilhomme. En réalité, les entreprises pratiquent le développement, les territoires inclusifs, depuis longtemps, et on va en évoquer les enjeux ensemble au travers d'exemples très concrets d'engagements qui sont les vôtres et de mise en place. Le premier enjeu que je vous propose d'évoquer, c'est celui de l'accompagnement des entreprises locales dans leur transformation économique, environnementale et sociale. Et on va le faire avec Pascal Lagarde, directeur exécutif de BPI France. Monsieur Lagarde, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment et pourquoi BPI France a choisi d'accompagner en priorité les PME et les TPE, les très petites entreprises dans les territoires, pour leur permettre de s'adapter ? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette question qui est particulièrement pertinente pour BPI France. En fait, la loi qui a créé BPI France fin 2012 a inclué en fait tout un tas de choses, mais notamment l'ESG, la RSE, etc., et le développement durable autour, de cette notion de proximité avec les entreprises, de développement durable des territoires et des entreprises. Donc déjà la loi nous le disait. Nous sommes dans un groupe que dirige Éric Lombard qui va intervenir après et en clôture et qui lui-même a une stratégie que l'on applique également qui est totalement en ligne là-dessus autour des objectifs de développement durable. Donc on a vraiment cet ADN à BPI France. Ce que je peux dire, c'est que notre ADN local, il est très, très fort puisque nous avons 50 implantations locales, que nous avons dans chaque implantation locale des responsables, en charge de tous les types d'activités de BPI France, que ce soit le financement bas de bilan, l'equity, l'accompagnement à l'international, etc., plus l'accompagnement non financier des entreprises, donc essayer de pousser les entreprises à se transformer dans tous les domaines que vous avez cités et dans d'autres. Et donc, cette volonté, elle est assez généralisée. 90% de nos décisions de financement sont prises en région. Donc, et là, pourquoi ? Parce qu'en fait, on adresse des petites entreprises, en fait. Et ces petites entreprises, il faut être en proximité dans un territoire, avec un écosystème, pour bien comprendre ce qu'elles veulent faire et là où elles sont. Et dans les territoires, ce sont elles qui font l'emploi et qui participent directement à la transition écologique. Exactement. Donc, et d'ailleurs, sur la transition écologique, c'était un des exemples que je voulais prendre de notre action. On a une vision très inclusive de la transition écologique. C'est-à-dire que nous, vu nos principaux clients, en tout cas en nombre, ce sont les TPE, les PME. Elles ont forcément une certaine difficulté à inclure cette notion de transformation à long terme et puis des besoins de financement. Mais notre vision des choses, ce n'est pas une vision de type asset manager. C'est-à-dire, on ne va pas dire, dans notre portefeuille, on sort les boîtes marron, parce que ça, c'est totalement contraire à une inclusion. Donc nous, ce qu'on dit, c'est on va les aider à se transformer, les pousser, leur apporter du financement et leur apporter du conseil à toutes ces entreprises. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans notre plan climat. On a un plan climat qui représente en financement dédié 40 milliards avec la Banque des territoires de la CDC. Donc c'est pas un hasard. Banque des territoires, BPI France ensemble pour ce plan climat. Deuxième exemple important,
Alors là, je vais sur les très très petites entreprises, la création de très petites entreprises. Nous sommes partenaires d'un nombre très important de réseaux de création d'entreprises. L'entrepreneuriat, la création, là on est sur un nombre incroyable de petites entreprises. On accompagne au travers de ces réseaux à peu près 140 000 entreprises par an. Hein. Donc c'est vraiment des chiffres très importants, 42% de femmes, 12% dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc, autre point d'inclusion dans les territoires. Et puis, je voudrais donner deux exemples totalement différents également de cette inclusion. C'est quelque chose qui est plus dans le domaine de la communication. Hein. Tous les ans, on fait maintenant ce qu'on appelle le Big Tour. Donc, on rapproche, les entreprises, notamment les entreprises industrielles, avec dans les territoires. C'est l'été, c'est en juillet-août. On va dans les lieux de villégiature et on présente ces entreprises aux Français. 24 arrêts. Donc voilà, c'est quelque chose de très important pour nous parce qu'il faut réconcilier ces territoires avec leur industrie, avec l'activité locale, avec tout cet écosystème. Et on le fait évidemment en coordination avec les régions, etc. Et on a un travail très précis avec les régions également, puisque nous sommes aussi mandataires des régions pour développer leur politique économique dans beaucoup de cas, en fait. Vous disiez que 90% de vos décisions étaient prises au niveau local. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les dossiers de financement que vous montez, est-ce qu'il vous arrive de refuser des crédits ou des dossiers ou de refuser d'investir parce que les critères, notamment environnementaux ou sociaux, ne vous paraissent pas au rendez-vous? Est-ce que ça devient une priorité dans les actions de financement ou pas? Alors, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. D'abord, oui, il y a un seuil où on ne veut pas aller, ça c'est bien évident. Donc on regarde ça, il y a systématiquement, notamment en investissement, une due diligence ESG en fait. Hein. On est en train d'accroître notamment la partie environnementale là, de façon très, très importante. Et notre vision des choses, c'est plus une vision de la trajectoire qu'une vision de l'état des lieux. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vérifier si l'entreprise est prête à se mettre dans une trajectoire de transformation. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, on ne veut pas faire de l'exclusion, puisque de toute façon, on est là pour parler. On n'est pas dans la table ronde les territoires exclusifs, on est dans la table ronde des territoires inclusifs. Donc, on ne veut pas faire ça. Et notre idée, c'est vraiment ça. Par contre, si on sent qu'on est dans pas une volonté de le faire, oui, on va ne pas investir pour deux raisons. D'abord parce que ça ne correspond pas à nos principes. Et deuxièmement, parce qu'on prend un énorme risque financier. Une entreprise qui ne va pas aller dans le sens notamment de la transition écologique énergétique va devenir ce qu'on appelle en franglais mondialisé un stranded asset, c'est-à-dire un truc qui ne va rien valoir dans 5 ans. Donc, c'est pas bon non plus, quoi. Une dernière chose, est-ce que vous pourriez nous dire un mot de l'étude récente que vous avez menée auprès des chefs d'entreprise, de PME et de TPE sur leur profil et leur motivation qui sont en train de changer pour certains? Oui, merci de cette question. On a donc dans BPI France Le Lab, hein, ça a été l'apparition d'une catégorie d'entreprises d'entrepreneurs auxquels on ne s'attendait pas, pour 26%, donc plus du quart, qu'on a appelé les capitaines engagés, qui ne mettent pas en premier la recherche du profit, en fait, la recherche du résultat, mais qui mettent en premier, je dirais, le bien-être de leurs salariés, et 2, leur inclusion dans l'écosystème local. Et donc là, on voit que c'est une tendance assez forte, alors existe bien évidemment toujours une catégorie d'entrepreneurs qui sont des très grands développeurs, des gens qui veulent aller à l'international, qui font de l'innovation, etc. Et ça, c'est à peu près 28%. Hein. Donc on voit bien que cette catégorie existe toujours. Il y a aussi une catégorie, comment dirais-je, d'entreprises qui sont là, donc qui veulent survivre, en gros. C'est-à-dire pas croître, rien. Ça, c'est à peu près 18%. Et la dernière catégorie, qui est à peu près également de 18%, est une catégorie qui va vers la croissance, mais la croissance verte. Donc, qui met en avant la croissance verte. Donc, si on ajoute les 26% de capitaines engagés et les 18% de gens qui sont dans la croissance verte, on arrive quand même à près de la moitié des entrepreneurs
qui se situe dans une volonté de transition et d'écosystème. Donc, ce qui est quand même assez impressionnant, je trouve. Et qui ne correspond pas forcément à l'image qu'on peut avoir aujourd'hui des tout petits patrons dans les territoires. Pas du tout. Effectivement. Pas du tout. Merci beaucoup. Je vous propose d'évoquer un deuxième enjeu, celui du numérique, l'accès au numérique comme facteur clé du développement des territoires. Aujourd'hui, pas d'économie, y compris locale, sans accès au numérique. On va évoquer ce sujet avec Fabienne Dulac, donc la directrice générale adjointe d'Orange France. Quel est le rôle d'Orange dans les territoires autour de ces questions-là? Comment est-ce que vous favorisez, sous quelle forme est-ce que vous favorisez l'accès au numérique à l'échelle des territoires? Alors, l'histoire entre Orange et les territoires, c'est une histoire de longue date. Cet enjeu, effectivement, de développer l'attractivité, les territoires dans une logique d'inclusion, c'est pour nous un enjeu fondamental qui est au cœur au final de notre raison d'être. Pourquoi ? Parce que d'abord nous sommes issus de l'opérateur historique et nous ne l'oublions pas, même si cela a quelques années derrière nous. Et vous êtes toujours très très présent dans les territoires. Et nous sommes très présents dans les réseaux. territoires. Orange France, c'est 50 000 salariés, dont quasiment 80% qui sont sur les territoires. Pourquoi ? Parce que les réseaux sont avant tout sur les territoires. Et je pense qu'on redécouvre d'ailleurs ces dernières années que la France est une terre rurale, d'abord. Donc nous avons une implantation extrêmement forte sur les territoires où nous développons aussi de l'emploi et sur lequel évidemment nous sommes en proximité des pro-PME, des entreprises et puis évidemment du grand public. Derrière cette notion d'inclusion du numérique, il y a pour nous 3 grands enjeux. L'enjeu du réseau, évidemment, l'enjeu de l'équipement et l'accès à l'équipement, notamment pour les familles dans des situations de précarité, et puis l'accès aux usages. Alors l'accès, évidemment, et nous avons essayé de prendre en charge les 3, parfois évidemment accompagnés notamment des pouvoirs publics ou du monde associatif. L'enjeu des réseaux, il est fondamental parce qu'effectivement, vous l'avez dit, et moi je le résume en une phrase, jusqu'à maintenant, les réseaux étaient facteurs d'attractivité. Aujourd'hui, ils sont conditions d'attractivité. Indispensable. Ça n'est plus du tout la même donne. Et la crise sanitaire que nous venons de vivre a bien montré au final la dépendance totale que nous avions, que l'on soit grand public, pour se divertir, pour travailler avec le télétravail, avec le système éducatif à distance. Et donc, évidemment, la connectivité est un enjeu fondamental sur lequel la France, et je voudrais le dire, n'est pas en retard, contrairement à l'image que l'on a très souvent. D'abord sur le déploiement des réseaux mobiles, 99% de la France est aujourd'hui couverte en 4G, mais surtout, et c'est peut-être le chiffre le plus important, la France est aujourd'hui le leader européen dans le déploiement de la fibre. Moi, je suis très fière qu'on y ait largement participé à plus de 65%, mais ayez en tête que 60% des foyers en France ont accès à du très haut débit, à la fibre, là où c'est 39% en moyenne des foyers en Europe. Donc nous ne sommes pas en retard, on a souvent tendance à se plaindre et à regarder le côté négatif des choses. Donc j'allais dire, cette révolution numérique qu'on a réussi à faire, de déploiement à marche forcée de ce réseau, avec l'aide des pouvoirs publics aussi, notamment dans les zones rurales, avec des accords avec les collectivités locales, elle est clé. Et il faut que nous continuions effectivement cette accélération du déploiement des réseaux pour que globalement les territoires se développent, surtout parce que nous observons en tant qu'opérateurs de télécom que la population, comme beaucoup d'entre vous, se déplace à l'issue de cette crise sanitaire. De plus en plus, on a vu des citadins se déplacer vers le périurbain et du périurbain aller vers le rural, avec une dissociation du lieu de vie et du lieu de travail, voire réassociation quand les gens seront en télétravail. Mais ça veut dire que, on va avoir de la mobilité beaucoup plus grande qu'avant, encore plus grande qu'avant, donc des réseaux mobiles qui vont être sous tension, et puis 2, effectivement, des réseaux très haut débit qui doivent à la fois permettre de vivre partout la même vie. Donc ça, c'est pour nous un enjeu fondamental. On déploie en propre, et c'est presque 4 milliards tous les ans que nous mettons, j'allais dire, pour déployer nos réseaux. Et nous travaillons avec les collectivités locales sur la fibre, et puis avec les pouvoirs publics pour déployer, à travers un New Deal, plus d'antennes mobiles, évidemment, pour mieux couvrir les zones blanches. Donc c'est un enjeu fondamental. Le deuxième, et c'est pas neutre, c'est celui de la capacité d'accéder à l'équipement, et pas à l'accès. Les prix en France sont les plus bas d'Europe, voire du monde. Donc ce n'est pas le problématique de s'offrir un accès mobile ou un accès fibre ou fixe. C'est le problème de s'équiper. Et c'est le terminal qui est généralement le plus cher et qui est un point de rupture pour beaucoup de familles précaires. Donc on a, nous, travaillé, parce qu'on a
très honnêtement, je ne vais pas vous mentir, on a mis plusieurs années avant de trouver la bonne offre et on s'est cassé le nez plusieurs fois, donc on a changé de technique et on a travaillé avec un think tank spécialisé dans la précarité, enfin qui connaissait bien le sujet, pour trouver une offre qui s'appelle Coup de pouce et sur lequel, en fait, c'est pas sur l'accès où nous avions l'habitude de mettre le meilleur pricing, mais c'est sur l'équipement, le terminal ou le PC qu'on a réussi enfin à avoir une offre qui s'adresse, qu'on a lancée il y a un an, qui maintenant a été sollicité par à peu près 10 000 foyers et qui permet... C'est des prix bonifiés sur le matériel ? Exactement. Exactement. Mais beaucoup sur l'équipement, en travaillant notamment sur des PC recyclés, parce que nous n'avons pas trouvé de partenaire pour avoir des PC à des prix abordables, à moins de 150 €. Donc on a travaillé justement sur le recyclage, sur l'économie circulaire pour arriver à trouver des PC de très bonne qualité, mais qui permettent effectivement un accès à tous. Donc voilà. Deuxième barrière, l'équipement, sur lequel il faut travailler et sur lequel là aussi nous travaillons avec le monde associatif et puis avec des acteurs pour nous aider aussi à accéder à cette population qui ne pousse pas automatiquement les portes d'Orange. Et le troisième levier sur lequel il faut travailler sur l'inclusion dans les territoires, c'est ce qu'on appelle l'illectronisme. Et ça touche quand même 13 millions de Français qui ont du mal et qui ont même une sorte de rejet dans leur capacité au final à accéder aux usages et à s'emparer, s'approprier ces usages numériques. Et là aussi, c'est un travail que nous faisons avec la Fondation. Nous avons 8000 bénévoles au sein d'Orange, mais surtout beaucoup avec le monde associatif local, là aussi avec les collectivités locales, avec des partenaires pour permettre à chacun de s'approprier ces usages et au final ne pas être exclu d'une vie qui s'est totalement numérisée, du système, du service administratif jusqu'à l'éducation, jusqu'à l'accès à l'emploi. Dans les territoires, il y a effectivement beaucoup de services publics qui ont fermé et qui proposent en contrepartie des accès à des services en ligne. Si vous n'êtes pas familiarisé avec ce type de services, vous n'avez plus accès aux services publics. Et donc, vous finissez par être exclu de la société. Donc, c'est vraiment ces trois enjeux-là sur lesquels nous travaillons, avec en parallèle, évidemment, une dynamique environnementale que nous prenons en compte, notamment dans la capacité de déployer des réseaux qui sont moins consommateurs d'électricité, moins émetteurs de CO2. La révolution numérique que l'on vit aujourd'hui, elle contribue à peu près à 4% dans le monde sur les émissions de CO2. Les opérateurs de télécom, c'est 0,5%. Donc c'est suffisamment important pour que ce sujet soit pris par nous en tant qu'opérateurs, mais aussi dans la pédagogie que nous avons vis-à-vis du grand public ou des entreprises, parce qu'au final, dans ces 4% dont je vous parlais là, d'émissions de CO2, 75%, elle n'est pas prise par les opérateurs de télécom. Vous l'avez bien vu, c'est 0,5%. Elle n'est pas prise par les data centers, elle n'est pas prise par les antennes, même s'il faut faire ce travail-là. Elle est prise par nous tous, consommateurs, via nos terminaux. Ce sont les terminaux qui aujourd'hui sont les plus gros émetteurs et consommateurs. Notamment, on parle beaucoup du streaming qui consomme beaucoup, enfin qui dégage beaucoup, par exemple. Et ça, ce sont des choses dont le grand public n'est pas encore très conscient en réalité. Non, et c'est normal parce que d'abord, on commence à avoir de la donnée, on commence à avoir des indicateurs, des mesures qui nous permettent de savoir effectivement où se fait la consommation énergétique et où se fait l'émission de CO2. Et donc, on commence au final à se l'approprier. Nous, ça va faire 10 ans qu'on travaille sur ce sujet-là, mais on a été très honnêtement, très au début, très orienté sur nos réseaux. Et donc, on a aujourd'hui des réseaux qui se développent. Et la 5G, par exemple, est intéressante parce que c'est la première norme technologique qui est nativement dans son design réductrice de consommation énergétique. Donc ça, c'est important. Mais on a beaucoup travaillé sur cet axe-là et on a tous sous-estimé le fait que nous allons devoir rentrer dans une logique de pédagogie vis-à-vis du grand public pour qu'effectivement, quand vous consommez via vos smartphones qui sont tous dans votre poche, il y ait cette aussi prise en compte de la mesure et de l'émission. On a notamment développé 2 applications justement pour aider le grand public à comprendre au final sa responsabilité, son rôle. Une sur le mobile, une sur la box, qui permet justement régulièrement, comme on regarde le temps passé, on a l'équivalent en consommation de CO2. Donc voilà, mais c'est tout un travail que nous allons faire, là aussi pas seul, avec l'ensemble de partenaires, le monde associatif, pour que cette appropriation et compréhension des enjeux soit le mieux partagée possible. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à un troisième enjeu, celui de l'inclusion par l'emploi, et on va en parler avec Ross McGuinness, président du conseil d'administration de Safran. Donc Safran, une multinationale qui aurait toutes les raisons en fait de se développer beaucoup plus ses sites à l'étranger qu'en France. Vous êtes à la tête d'un groupe qui conserve plus de 70 sites en France.
55% de vos effectifs totaux, 43 000 personnes sont employées en France et vous avez une volonté très forte de maintenir cet emploi local, notamment avec de futures ouvertures d'usines. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les raisons de cet ancrage et comment vous le défendez? Bonjour. À ces statistiques, j'en ajouterai une, qui est 90% de notre recherche et développement est en France. Et 83% de nos achats réalisés en France sont réalisés avec des PME et des ETI. Alors la raison, c'est l'histoire. Notre ancrage français en France, c'était française, bien que tournée vers l'extérieur et vers le monde entier, nous sommes dans les territoires pour une série de raisons. Premièrement, souvent des raisons stratégiques. Dans les années 30, pour des raisons évidentes, le pouvoir a voulu éloigner nos industries d'aéronautique et de défense le plus loin possible de la frontière allemande. Et moyennant quoi, c'est pour ça que vous aviez le GIAT à Tarbes, que nous faisons des moteurs d'hélicoptères et des trains d'atterrissage dans les contreforts des Pyrénées, etc., etc. Bon, première raison, des raisons stratégiques qui ont impulsé ces localisations. La deuxième, c'est un local qui pouvait être un génie et qui a développé une idée. Et nous sommes restés là. Ettore Bugatti, à Molsheim en Alsace. Nous faisons aujourd'hui, faisait des voitures, mais il a également fait des freins. Et nous faisons aujourd'hui des freins pour nos avions. Autre exemple, Marcel Maume, un Auvergnat de Clermont-Ferrand, qui a s'est installé à Montluçon. Nous sommes d'ailleurs le premier employeur du département. D'ailleurs, en général, nous sommes le premier employeur privé d'un département et le deuxième juste derrière l'hôpital public, dans les territoires où nous sommes. Donc, il a voulu s'installer chez lui en Auvergne et aujourd'hui, nous avons 1100 salariés à Montluçon qui font des produits de pointe, des centrales inertielles, pour prendre un exemple. La quatrième raison, c'est généralement la réindustrialisation. Et aujourd'hui, après le départ des garnisons des villes de l'Est de la France, eh bien, le ministère de la Défense a donné des incitations et nous nous sommes installés, par exemple, à Commercy, qui était une ville de garnison, où nous avons aujourd'hui 200 employés qui travaillent dans des métiers extrêmement pointus en matière de tissage qui servent pour les aubes de nos avions. Donc voilà les raisons historiques qui nous conduisent à rester, à être en France. Pourquoi y rester? D'abord, parce que la qualité de la main-d'œuvre pour la R&D est sans égale. La proximité entre la recherche et le développement et l'usine est clé chez nous. Autant dans l'automobile, il faut que votre usine soit proche du client, pour des raisons de volume, etc. Ce n'est pas le cas dans l'aéronautique. Nos volumes sont bien moindres. Ce qui compte, au contraire, c'est la proximité de l'usine, de la fabrication avec la conception. Dans notre usine de moteurs d'hélicoptères à Bordes, dans les Pyrénées que j'ai évoquées tout à l'heure, eh bien, vous avez littéralement, elle est toute neuve, nous avons un lien visuel entre les ateliers et les labos de recherche et développement. Donc, c'est une autre raison, c'est que la qualité de la main-d'œuvre est clé et le lien entre la R&D et la fabrication et une main-d'œuvre extrêmement qualifiée est très forte. Mais parfois, il faut savoir s'adapter. Vous êtes correspondant d'Ouest France, à Fougères. Nous avons une usine qui a fait des téléx, des fax, des décodeurs, voire des téléphones mobiles. Aujourd'hui, bien sûr, nous ne pouvons plus faire ça à des coûts compétitifs. Mais nous avons converti cette usine qui fait aujourd'hui des cartes électroniques pour notre activité défense. 750 personnes, le premier employeur à Fougères. Donc c'est une action dans la durée qui conjugue les talents locaux, le lien entre la R&D et une main-d'œuvre de qualité. Et finalement, quand vous avez une main-d'œuvre de qualité, vous n'avez pas envie d'aller ailleurs, parce que la main-d'œuvre de qualité ne partira pas. Un point fort. De manière générale, les élus locaux nous déroulent le tapis rouge pour que nous nous installions, pour que nous restions, etc. Nos rapports sont excellents et les mécanismes divers et variés, puisque je vous ai parlé du passé, mais si je vous parle de l'avenir, nous allons avoir une usine pour le digital au Hayan, dans la banlieue de Bordeaux. Nous aurons bientôt, dans quelques années, une usine pour des freins carbone à Fézin, etc. Nous sommes très bien accueillis par les élus locaux et toute la structure. Cependant, j'attire globalement l'attention sur un point clé. Nous avions deux impôts stupides en France. L'ISF, il a été réformé, et le deuxième, c'est les impôts de production. 40 milliards, 50 milliards d'écart entre la France et l'Allemagne. Donc vous avez ce paradoxe des élus qui vous déroulent le tapis rouge, mais une fois que vous êtes là,
la fiscalité locale, elle repose très largement sur des impôts de production, qui sont des impôts qui ne sont pas basés sur le résultat, mais sur le chiffre d'affaires, sur les immobilisations. Or, l'industrie, qui représente 12% du PIB, contribue 18% de ces impôts de production, des impôts stupides. Donc il faut que nos élus locaux comprennent que si on veut garder une industrie, des industries sur les territoires, il faut réformer la fiscalité locale et que celle-ci ne soit pas assise bêtement sur des chiffres qui ne correspondent pas aux résultats. Il y a un point central dans ce que vous venez d'évoquer, c'est la qualité de la main-d'œuvre et le recrutement local. Vous avez des politiques particulières en termes de recrutement vis-à-vis en termes d'inclusion à certains publics, notamment les jeunes? En fait, le talent attire le talent. Et c'est effectivement ça que nous avons constaté. À Montluçon, nous avons, pour prendre l'exemple que j'ai eu des centrales inertielles dans l'Allier, nous avons des rapports avec le lycée professionnel local qui, en fait, crée un écosystème entre nous et le système éducatif qui est vertueux. De même, à Commercy, nous partions de zéro, puisqu'il n'y avait pas d'usine, parce que nous sommes sur le site d'une ancienne garnison. Nous avons travaillé avec l'éducation nationale et toutes les instances de formation pour avoir des apprentis qui souvent étaient des personnes qui venaient de Pôle emploi, que nous avons formés ab initio en 5 ou 6 ans. Donc oui, la qualité de l'apprentissage, qui d'ailleurs a été très largement... L'apprentissage est insuffisamment utilisé en France. Je crois que nous sommes à 1/3 du nombre d'apprentis comparé à nos voisins allemands, mais les réformes qui ont été faites ces dernières années poussent et favorisent l'apprentissage, qui est une source très importante de recrutement et d'intégration. Et ça, donc, vous le faites à l'échelle de bassins d'emploi, dans vos interlocuteurs au niveau des collectivités. Est-ce que vous travaillez en lien direct avec les régions, par exemple, qui ont la main sur les formations, ou vous leur suggérez des formations particulières? Comme vous le suggérez, il y a un débat qui n'a pas toujours été tranché entre... Alors, les régions ont autorité, si je veux dire, sur les aides économiques. Cependant, sur les formations, je pense que la formation a basculé des régions vers des instances interprofessionnelles qui assurent une formation plus en ligne avec le besoin des entreprises. Et je pense que c'est un véritable progrès. Il faut que formation et apprentissage visent à trouver des débouchés à nos jeunes pour les entreprises et aident les entreprises, parce que ça paraît vieux, mais il y a 1 an et demi, nous manquions de personnel. Aujourd'hui, la crise Covid fait que dans l'aéronautique, les choses sont plus tranquilles pendant encore quelques mois, mais le paradoxe, nous avions du mal à recruter. Donc, il est très important, il me semble, que la formation soit davantage axée vers l'entreprise et moins qu'elle ne l'était autrefois ésotérique par rapport à l'entreprise. Mais il y a des vrais progrès qui ont été faits ces 4 ou 5 dernières années. Merci. Je vous propose qu'on évoque un 4e enjeu avec Sophie Bellon, présidente de Sodexo, autour de la construction de projets, la co-construction de projets avec les acteurs locaux. Je sais que vous avez un très bel exemple qui coche toutes les bonnes cases en matière de territoire inclusif. Peut-être commencer d'abord sur un mot sur Sodexo, avec un paradoxe, c'est que vous êtes à la tête d'une multinationale, une structure énorme, mais qui a un ancrage hyper local, puisque vous êtes dans tous les cantines, les restaurants d'entreprise, les hôpitaux, les maisons de retraite. Et du coup, ça vous permet d'être à la fois, d'avoir une vision très globale des choses, et en même temps d'aller dans la dentelle, y compris dans les territoires, et de pouvoir échanger avec les acteurs des territoires, y compris de certains quartiers, ce que vous allez nous expliquer à travers l'exemple de la légumerie de Clichy-sous-Bois. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité à ces échanges très riches et très importants. Alors c'est vrai que Sodexo, on est un groupe mondial avec 420 000 collaborateurs dans 64 pays. Donc on est global, mais on est aussi, comme vous l'avez dit, très local. En France, on est 35 000 personnes sur 7 000 sites, que ce soit dans la santé, dans l'éducation, dans les écoles, les lycées, dans la santé, dans les hôpitaux, les EHPAD, dans les entreprises.
les prisons, dans les stades. Voilà, on est partout en fait. Et d'ailleurs, pendant cette crise, on a été un bon thermomètre pour savoir ce qui se passait en France et notamment dans les territoires. Et donc, on a un triple rôle au niveau des territoires. D'abord d'insertion sociale. En France, par exemple, 25% de nos collaborateurs viennent des quartiers prioritaires. On a aussi un rôle de cohésion sociale, parce qu'avec nos métiers le côté humain dans nos métiers de service, et on a un rôle de mobilité sociale, parce que quand on rentre chez Sodexo, bien souvent, d'abord, c'est un accès à un emploi. Mais c'est plus que ça, hein, c'est une couverture sociale, c'est un logement, et puis c'est un parcours. Donc c'est l'opportunité de se former et de grandir dans l'entreprise. Certains d'entre vous l'ont mentionné, on a aussi au niveau des territoires, par l'intermédiaire de nos achats, on accompagne le développement de petites entreprises, d'entreprises locales. Donc ça aussi, c'est un élément très important. Et en 2018, on a décidé de créer une direction de l'innovation sociétale. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, c'était bien en adéquation avec notre ADN. On a une double mission depuis l'origine. Et je pense que dans ce sens, mon père était assez visionnaire, parce qu'il y a plus de 50 ans, de donner comme mission à l'entreprise d'améliorer la qualité de vie de ses collaborateurs et des personnes que l'on sert, et on touche 120 millions de personnes chaque jour. Et le deuxième aspect de la mission, de contribuer au développement économique, social et environnemental des communautés, des territoires où l'on opère. C'est vrai que c'est quelque chose, aujourd'hui, tout le monde en parle. Voilà, ces dialogues le montrent bien. Mais il y a 50 ans, je pense que franchement, c'était pas vraiment le sujet. Et donc, en fait, nous, ça fait partie quand même de notre ADN, de qui on est. Mais aujourd'hui, on ressent vraiment le besoin d'aller plus loin, d'où l'idée de créer cette direction de l'innovation sociétale. Et pourquoi ? Pour inventer des nouveaux modèles avec un impact toujours plus positif, pour aussi co-construire, vous l'avez dit, parce que moi j'ai la conviction que seul c'est très compliqué, et qu'il faut des entreprises privées, des entreprises publiques, des collectivités, des associations, et que là on va être plus fort. Et puis parce que je pense que tous, et nos échanges le montrent bien, on a envie de contribuer différemment. Alors la passerelle. Donc la passerelle, c'est un projet qui est en construction là et qui va démarrer en 2022. Et comme vous l'avez dit, c'est un premier projet avec Clichy-sous-Bois. Vous voyez, on est en 2021 et puis notre projet va démarrer en 2022. Ça n'a pas été simple parce qu'on a vraiment voulu trouver quelque chose qui nous correspondait, où on allait pouvoir contribuer en fonction de qui on était, de nos compétences. On a certains projets qui étaient déjà bien avancés, mais on n'a pas pu donner suite. Donc en fait, c'est quoi la passerelle ? C'est un nouveau modèle économique qui recherche l'impact positif dans les territoires et qui va contribuer d'abord à améliorer et accélérer l'employabilité dans ces territoires où souvent l'activité économique est très faible, voire inexistante, ou qui va contribuer aussi à la prévention à la santé, et notamment par l'alimentation, avec de la sensibilisation à l'alimentation, qui va contribuer à la cohésion sociale et qui va aussi contribuer à l'attractivité du territoire. Alors la passerelle, c'est quoi ? Bon, c'est une légumerie. La légumerie, c'est le projet économique. Et la légumerie, c'est pas juste un magasin où on va acheter des légumes. Parce que la dernière fois, j'ai parlé à une journaliste, elle me dit, mais c'est quoi une légumerie ? Donc une légumerie, on va amener des produits locaux qui vont être transformés, qui vont être nettoyés, qui vont être épluchés et qui vont être coupés et qui vont être mis à disposition soit de restaurants, soit de grandes surfaces ou de magasins pour la ville.
Et donc il y a à la fois une légumerie, le projet économique, mais il y a aussi une crèche pour, si on emploie certaines femmes sur ce projet, qu'elles puissent faire garder leurs enfants. Il y a aussi un espace de formation et il y a aussi un espace de cohésion sociale. Et donc, notre premier projet, c'est à Clichy-sous-Bois. Ça démarre en 2022. Là, il est en construction. Et notre objectif, c'est quoi? C'est déjà de créer de l'emploi. Donc, pour nous, la réussite, ça sera de créer au moins une vingtaine d'emplois. Ça sera aussi de faire qu'il y a 500 personnes par an à Clichy-sous-Bois qui vont être touchés par ce projet, parce qu'ils viendront, parce qu'ils travailleront à la légumerie, mais aussi parce qu'ils viendront faire des formations, parce qu'ils participeront avec des associations à des ateliers de sensibilisation, parce qu'ils pourront bénéficier de la crèche. Donc il y a un certain nombre de personnes qui vont bénéficier de ce projet. Ce qui est clair quand on l'a construit, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est très compliqué de faire ça tout seul. Si nous, on arrive à Clichy-sous-Bois tout seul, on ne va pas attirer les habitants de la ville. Donc, on a dû s'appuyer évidemment sur la mairie, sur des associations, sur d'autres entreprises. Et ce projet, on l'a construit avec des acteurs locaux, des acteurs régionaux. Il y a même le ministère de l'Agriculture qui aussi a contribué. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, pour trouver des solutions innovantes et différentes, il faut qu'on soit ensemble. Et comme j'ai dit, on a vraiment des objectifs quantifiables qui vont faire qu'on espère évidemment que ça va réussir, on en est convaincu. Et puis aussi, on a une ambition que ce projet, ça soit pas un projet isolé. C'est que là, on est en train de construire un modèle et que ce modèle, on puisse le dupliquer ailleurs en France. Peut-être qu'il faut préciser pour les non-initiés à quel point une légumerie est utile et fondamentale. C'est-à-dire quand vous êtes en restauration, si vous devez préparer les légumes que vous devrez cuisiner pour le midi, si vous devez vous-même les préparer, donc les éplucher, les découper, etc., ça va vous demander du personnel, ça vous demande des heures. Et donc la plupart des restaurateurs en fait se fournissent auprès d'industriels qui leur fournissent des légumes déjà préconditionnés et qui vont venir de Pologne, d'Espagne, du Portugal, que sais-je. L'avantage d'une légumerie, c'est que ça vous permet de préparer pour tous les restaurants et toute la restauration collective d'un secteur donné des produits hyper locaux. Et donc on est, en termes d'environnement, on est aussi à fond dans ce qu'on appelle aujourd'hui les circuits courts. Tout à fait. Parce qu'en fait, c'est vrai, souvent on parle de bio, mais le bio qui arrive du Pérou, ou qui arrive de Pologne, ou qui arrive d'un pays lointain, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Parfois, on ne sait pas trop d'ailleurs comment ce bio est qualifié. Donc nous, on est très attachés à la production locale et, comme vous l'avez dit, au circuit court. Et d'ailleurs, dans la région parisienne, c'est pas évident, parce que c'est pas là où il y a le plus. Un peu plus loin, c'est plus facile. Mais donc voilà, donc de démarrer avec Clichy-sous-Bois, c'est vraiment un projet idéal. C'est aussi une rencontre. On a travaillé avec le maire de Clichy-sous-Bois et c'est une rencontre de partenaires qui ont envie d'avancer dans la même direction. Et c'est vrai que cette notion de produits de produits travaillés, on va dire, même si c'est simplement nettoyer, couper, donc c'est vraiment la base. Ça nous aide, nous, en tant qu'acteurs de la restauration collective. On a aussi pour objectif de les mettre à disposition pour la distribution dans la ville ou à proximité. Et aussi, s'il y a certains projets d'entrepreneurs qui veulent démarrer un restaurant dans la ville, aussi l'objectif c'est de mettre ces produits à disposition et aussi d'en profiter, je l'ai dit, vous voyez, pour la prévention à la santé, pour passer un message sur la santé,
ça passe aussi par l'alimentation et des légumes comme ça, frais et locaux. Parfois, pour certaines personnes, c'est plus compliqué d'y avoir accès. Donc, c'est aussi de donner accès sur ces territoires à une alimentation saine. Merci beaucoup. Je propose on va se tourner vers Romain Dumas, le directeur général de Mars Pet Care and Food France, pour évoquer notre 5e enjeu, celui là, on va parler d'innovation aussi, et comme facteur d'inclusion. On va faire un pas de côté. Alors, pour vous, ça a beaucoup de sens, puisque c'est au cœur de votre métier, mais vous défendez une idée qui est intéressante, puisqu'on parle de qualité de vie au sein des territoires, dans les territoires inclusifs. Vous dites un moyen d'augmenter considérablement la qualité de vie des êtres humains, c'est de prendre soin de leurs animaux de compagnie. Et c'est votre participation à la notion de territoire inclusif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, merci. Alors, juste, c'est vrai, on a beaucoup parlé jusqu'à présent de RSE, on a parlé de raison d'être, on parle même beaucoup d'entreprises à mission. Je veux juste revenir une seconde sur le groupe Mars. Le groupe Mars, c'est un groupe qui est 100% familial et qui, en fait, est né aussi au travers d'une idée qui est que un bénéfice est durable qu'à partir du moment où on rentre dans une relation de gagnant-gagnant. Et il y a en fait une espèce d'innovation managériale qui a été basée sur un capitalisme en fait qui est vraiment responsable, pensant que c'est un capitalisme qui nous paraît plus durable, une fois encore, que s'il était uniquement sur des indicateurs financiers. Et en fait, Mars a créé Economics of Mutuality. L'idée, en fait, elle est à la fois simple et puis extrêmement puissante. Elle est de dire que l'ensemble des défis environnementaux et sociétaux, les défis les plus urgents qu'on observe aujourd'hui, ils peuvent être en fait adressés uniquement si on est dans une situation où on crée un bénéfice qui soit à la fois avec un impact positif sur l'environnement, sur la société, et aussi basé sur une performance économique qui soit forte et donc qui soit durable. En réalité, Mars a été, on le sait assez peu, en fait, a été pionnier dans cette idée que l'ensemble de ces sujets-là, ils peuvent être adressés une fois encore, que si on revoit la relation entre l'entreprise, la société, son environnement, le capital, le travail, et tout ça au cœur en fait d'un écosystème local. Alors, en fait, Mars Pet Care, c'est une société, vous l'avez dit, du groupe Mars, qui commercialise, qui produit des produits d'animaux de compagnie que sont Whiskas, Sheba ou d'autres marques comme Pédigré. C'est en fait une entreprise qui a toujours été très ancrée dans les territoires. Ça fait 50 ans que Mars est dans les territoires en France, avec 2 sites. Un site à Saint-Denis-de-l'Hôtel dans le centre de la France, un site à Ernolsheim en Alsace, et avec des collaborateurs qui sont vraiment au cœur de ce projet-là, parce que ils nous ont fait l'honneur de nous élire, pas plus tard que l'année dernière, numéro 1 du classement Great Place to Work. Alors vous avez raison, on peut se poser la question, qu'est-ce que l'animal de compagnie vient faire dans cette table ronde au sujet des territoires inclusifs et de l'inclusion au sens large? En fait, juste quelques éléments. Ayez en tête que en France, 1 foyer sur 2 est possesseur d'un animal de compagnie. On est aussi, il faut aussi avoir en tête que bien souvent, on a un animal de compagnie avant même d'avoir un enfant, ou encore que dans 70% des cas, les possesseurs d'animaux de compagnie considèrent que l'animal de compagnie est un membre à part entière de leur famille. Et au travers de notre centre de recherche, qui est Waltham Science Institute, on a réussi à démontrer le bénéfice réel, tangible, scientifiquement prouvé, de la possession d'un animal de compagnie au bénéfice de l'homme, avec un grand H. Quelques exemples extrêmement concrets. Si vous êtes possesseur d'un animal de compagnie, vous avez 25% de chances de moins d'avoir un accident cardiovasculaire. En fait, c'est simplement lié au fait que vous faites davantage d'exercice. On a démontré en 2007, et c'est les pouvoirs publics britanniques qui ont démontré ça, que la possession d'un animal de compagnie permettait au système de santé britannique d'économiser plus de 3 milliards de pounds par an, parce qu'en fait, il y a tout un tas d'activités physiques, mais aussi
un accompagnement sur la santé psychique aussi de l'ensemble des citoyens, qui est extrêmement important et qui est prouvé. Et puis, enfin, ayez en tête qu'on a aussi démontré avec notre centre de recherche l'impact positif de l'animal de compagnie dans le développement de l'éducation, dans le développement du comportement, dans le développement de la gestion des émotions de nos plus jeunes, des ados. Et je suis sûr que l'ensemble des parents et propriétaires d'animaux de compagnie qui nous écoutent ont vraiment ressenti ce bénéfice tangible au moment du confinement, et très clairement, ça a été clairement identifié. Alors nous-mêmes, une fois qu'on a ça en tête sur les bénéfices, notre rôle, nous, Mars Petcare, qui est une fois encore un expert de l'alimentation pour les animaux de compagnie, on considère que si l'animal crée un bénéfice ou crée une vie meilleure pour l'homme, alors notre rôle à nous, c'est de créer une vie meilleure pour les animaux de compagnie. Et du coup, c'est de créer ce qu'on appelle A Better World for Pets, une fois encore, une vie meilleure pour ces animaux. Alors, concrètement, en fait, on a développé plusieurs initiatives depuis plusieurs années. Je vais vous en citer quelques-unes. La première, c'est depuis 35 ans, on a une opération qui s'appelle « Ils partent avec nous », qui est en fait une opération qui vise à lutter contre l'abandon. Ayez en tête ces 100 000 abandons qu'il y a par an en France. Alors c'est beaucoup moins que par le passé, mais c'est encore évidemment beaucoup trop. Une autre initiative, il y a 30 ans, une collaboratrice de Mars a lancé et créé et co-créé une association qui s'appelle Andy Chien. Andy Chien, c'est une association qui éduque et qui remet gratuitement des chiens pour des personnes qui sont en situation de handicap et qui est en fait vraiment un bénéfice pour ces personnes-là. Et puis, enfin, on a développé là plus récemment un programme qui s'appelle Better Cities for Pets. L'objectif, il est en fait tout simple. Il est de faire en sorte de créer un environnement dans les villes qui soit meilleur pour les animaux de compagnie, pour les possesseurs et aussi pour les non-possesseurs. Parce que j'insiste sur ce dernier point, parce qu'en fait, l'enjeu que l'on a au travers de ce programme, c'est clairement le vivre ensemble et améliorer cette donnée-là. Alors, en fait, nous, notre rôle à l'intérieur de ce programme, il est en fait finalement assez simple. On est un catalyseur de la discussion, mettant autour de la table des acteurs locaux, qui soient des experts, je pense à des vétérinaires, je pense à des associations, je pense à des refuges, je pense évidemment au pouvoir politique, et bien pour faire en sorte que la discussion ait lieu et qu'on puisse partager les bonnes pratiques, les initiatives que l'on peut voir dans chacun des territoires. Par exemple, on a lancé des webinars. Le dernier était vraiment sur les enjeux de la possession animale à l'intérieur dans la crise Covid que l'on connaît. On va avoir très prochainement un webinar au mois de juin autour de l'adoption responsable et la lutte contre l'abandon. On discutera plus tard dans l'année aussi des freins, des moteurs à la possession animale à l'intérieur des villes. Et puis même, on va inviter des villes du monde entier à venir partager leurs meilleures pratiques, une fois encore, pour qu'on puisse écrire au final un livre blanc. C'est un peu l'idée, c'est de créer d'ici à la fin, début 2022, un livre blanc avec l'ensemble des initiatives qu'on aura pu collecter. Et une fois encore, c'est en fait un peu comme si nous-mêmes, Mars Petcare, on rentrait en campagne, en fait, parce qu'on sait que l'actualité de 2022 sera riche. Et donc, on veut profiter aussi de ce moment-là pour partager des pratiques et les rendre tangibles, en réalité. Alors, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on peut avoir du mal parfois à se rendre compte de façon très tangible, en fait, le bénéfice que l'animal de compagnie peut avoir pour l'homme. En fait, je voudrais juste partager une petite anecdote. Quand je suis rentré dans le Petcare il y a 8 ans maintenant, je suis arrivé, on fêtait les 40 ans de notre site de Saint-Denis-de-l'Hôtel, et on a invité l'ensemble des salariés à se joindre à nous, et puis on a profité pour partager les initiatives qu'on pouvait avoir. Et en particulier, on a fait un point avec l'association Andy Chien,
Et là, une collaboratrice de Mars est arrivée sur scène, est arrivée avec son chien, un Golden Retriever, et est venue partager son histoire personnelle. Et elle a partagé avec l'ensemble de l'audience qu'elle était maman d'une petite fille autiste, voilà, qui est née autiste et avec qui elle n'arrivait pas du tout à communiquer. En fait, sa fille ne parlait pas, sa fille grandissait normalement, elle apprenait à marcher, mais elle communiquait pas du tout. Et elle a fait la connaissance de l'association Andy Chien grâce à Mars. Et elle a eu la chance de pouvoir avoir un chien qui lui soit remis. Eh bien, en fait, elle nous a expliqué à tous, elle dit, voilà, un jour, j'ai entendu pour la première fois le son de la voix de ma fille, et c'était pour appeler son chien. Voilà, donc je crois que là, on a tous été, bien sûr, très émus par cette confidence que notre collaboratrice faisait, mais aussi on s'est tout de suite rendu compte vraiment de façon extrêmement tangible de l'apport de l'animal de compagnie, une fois encore pour l'homme, et notre rôle, une fois encore à nous, en tant qu'entreprise responsable et vraiment qui est tournée vers cette inclusion, c'est de dire, ben voilà, nous-mêmes, comment est-ce que l'on fait pour rendre la vie meilleure aux animaux de compagnie ? Alors, il y a une pratique étonnante dont vous n'avez pas parlé, c'est que vous autorisez vos salariés à se rendre sur leur lieu de travail avec leurs animaux de compagnie, et c'est quelque chose que vous voulez encourager. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faites pour que le Doberman de Chantal ne mange pas le chihuahua de Kevin ? Alors, c'est une excellente question. La raison d'abord pour laquelle on fait ça, en fait, elle est double. La première, je crois que vous l'avez tous compris, notre objectif, c'est de rendre la vie meilleure pour les animaux de compagnie. Et évidemment, eh bien, on est persuadé qu'ils ont une vie meilleure si ils sont avec leur maître pendant la journée, plutôt qu'à être enfermés dans une maison ou dans un appartement. Après, pour ceux qui sont peut-être moins investis dans cette mission, et pour l'ensemble des employeurs qui nous écoutent, il est aussi scientifiquement démontré que la concentration d'une personne avec son animal de compagnie à côté est supérieure à une personne qui n'a pas d'animal de compagnie. C'est scientifiquement démontré. Donc on est plus productif si on vient avec notre poisson rouge ou... Alors, on a moins expérimenté sur le poisson rouge, je l'avoue, mais il est certain avec un animal de compagnie, un chien, un chat, oui, il y a forcément une relation et en fait un certain apaisement qui est démontré et derrière avec une fois encore un bénéfice sur cette concentration. Maintenant, l'objectif, il est aussi derrière de faire en sorte, et ça va être une grande question pour l'ensemble des acteurs. Une fois que quand il y a eu autant d'engouement pour les animaux de compagnie pendant la période qu'on a connue, qui est le Covid, avec une augmentation de la possession animale, l'objectif, il est très clair pour nous, et de faire en sorte que, eh bien, quand on va revenir sur un mode sans doute plus normal, eh bien, on puisse aussi accompagner cette possession animale et faire en sorte que les bureaux aussi puissent davantage s'ouvrir. Et vraiment, on a démontré que si on met en place des règles assez simples, en fait, tout d'abord d'éducation de l'animal, parce que, croyez-moi ou pas, mais un Doberman n'est pas forcément plus dangereux, une fois encore s'il est bien éduqué. Il faut se méfier du Chihuahua plus que du Doberman. Voilà, en fait, je pense qu'il faut surtout se méfier parfois du maître, en réalité, qui lui-même n'aura pas pris l'attention nécessaire pour éduquer son animal, car ça reste un animal. Donc, à nous aussi d'encourager ça et d'encourager ces bonnes pratiques. Et ça, ce sont des choses que vous prenez au niveau de l'ensemble du groupe, donc au niveau mondial, j'imagine. Il y a des pays qui pratiquent déjà facilement ce genre de choses ou pas, sur l'accueil des animaux de compagnie en entreprise? Alors, certains pays du nord de l'Europe sont peut-être plus avancés que nous. C'est passé dans leur culture? Par rapport à ça, jusqu'à être passé dans la culture et de faire en sorte que ce soit maintenant même plus un choix. On n'en est pas encore là. Je vous donne un exemple à l'inverse qui est très clair. Il y a pas encore très longtemps, il y a encore 2 ans en Angleterre, un propriétaire pouvait refuser que son locataire arrive avec soit propriétaire d'un animal de compagnie. C'est pas le cas en France. Et ce n'est plus le cas en Angleterre. Demain, notre rêve, c'est de faire en sorte qu'en fait, eh bien, un employeur ne puisse pas refuser l'accès à un animal de compagnie dans ses locaux,
aussi faisons en sorte qu'on puisse aussi adapter, une fois encore, pour que ça puisse être dans le vivre ensemble, une fois encore, trouver la meilleure solution. Alors, merci pour ce pas de côté. Il y avait une question. Alors Fabienne Dulac, elle s'adresse à vous, Rodolphe, qui évoque le déploiement de la 5G. Hein, vous en avez parlé. Alors lui, favorable à un moratoire sur la 5G en l'occurrence, mais il pose cette question de savoir si, d'abord, dans un premier temps, une France 100% connectée à la fibre optique, ce serait pas une solution. Et c'est vrai que cette question de la connexion pour toute la France, elle se pose particulièrement après la crise sanitaire et avec la crise sanitaire qui a vu un certain nombre de villes devenir des lieux d'attractivité pour des citadins qui voulaient fuir la ville. Aujourd'hui, comment vous vous positionnez justement? Est-ce qu'il y a une accélération de la connexion à l'ensemble du territoire? Comment vous vous projetez sur cette après-crise? Alors d'abord, chaque fois qu'on a un changement de technologie, on a, j'allais dire, évidemment un débat sociétal, et il est de bonne loi, autour de ces nouvelles technologies. On les avait déjà vécues sur la 3G, sur la 4G. Ce qui est nouveau sur la 5G, c'est qu'au final, ce débat sociétal, il a 3 volets. Et je vais répondre à votre question, mais je vais y arriver à travers ça. Il avait un volet évidemment sanitaire, avec risque de santé, et particulièrement lié parce que, évidemment, le déploiement de la 5G en France s'est fait au moment de la crise Covid, donc il y avait une sursensibilisation du sujet. Il est lié également à l'impact environnemental des ondes. Et pour la première fois, il y a eu aussi un débat, et c'est ce que, au final, prône Rodolphe à travers sa question, sur la sobriété et sur la société. Quelle société de consommation voulons-nous et pourquoi, au final, cette course à la nouvelle aux technologies et pourquoi ce déploiement d'un nouveau réseau? Et la réponse, elle est assez simple. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, la révolution numérique que nous vivons, elle s'est accélérée. Et la crise sanitaire que nous avons vécue et la focalisation sur la numérisation que nous avons vécue, elle a quasiment accéléré de 5 ans la révolution numérique telle qu'elle avait été prévue précédemment par les économistes, par l'économie et par nous-mêmes. Donc nous sommes en 2021, là où nous aurions dû être en 2025, avec un accroissement des usages fondamental. Jusqu'à maintenant, l'augmentation des usages et des usages notamment mobiles était de 40% par an. Là, on a fait un bond de plus de 70%. Donc globalement, nous avons besoin que nos réseaux s'adaptent et poursuivent leur évolution pour s'adapter aux usages. On n'est pas là pour déployer des réseaux pour le bonheur de déployer des réseaux. Très honnêtement, ce n'est pas tellement la finalité. On déploie un réseau que parce qu'il est une réponse à un usage, à une évolution. Et pour répondre à la question, j'ai essayé de l'évoquer tout à l'heure, nous avons 2 typologies de réseaux qui répondent à cette numérisation. Le fixe, avec la fibre, et le mobile. Notre vie quotidienne, elle est faite à la fois de vie sur site, mais elle est quand même faite beaucoup de mobilité. Et je l'ai dit notamment avec ce qu'on voit aujourd'hui dans cette évolution de la démographie et de la cartographie de la France entre le lieu de vie et le lieu de travail. Et donc, il est nécessaire d'avoir des réseaux fixes très puissants pour répondre aux problématiques de télétravail, de sociétés qui se développent, et parce qu'aussi, ces réseaux permettront demain d'avoir un pilotage de la ville plus intelligente avec les smart cities, d'avoir un pilotage de l'agriculture aussi plus intelligente, avec aussi d'ailleurs un levier sur la transition écologique de toutes ces activités. Mais elle est aussi nécessaire en mobilité. Lorsque vous êtes en mobilité, que vous vous déplacez, que vous utilisez votre GPS, le GPS, il utilise du réseau mobile. Quand vous êtes en train de vous déplacer et que vous avez besoin d'une information, que vous êtes aussi dans votre travail, dans des activités de mobilité, vous avez besoin de ces 2 réseaux. Donc, beaucoup ont cru que la fibre pourrait se substituer à un réseau 5G. Non, parce que ça ne correspond pas à nos usages, ça ne correspond pas à nos modes de vie, ça ne correspond pas au développement de l'économie. Et je vais encore en donner peut-être un dernier exemple. Ce que la 5G va permettre à l'ensemble des entreprises et demain du monde économique, c'est d'avoir accès à ce qu'on appelle des réseaux dédiés qui permettront là aussi, au final, d'aller beaucoup plus loin dans le pilotage de la logistique, de ses propres bâtiments. Donc à la fois d'être plus efficace dans son mode de fonctionnement, mais aussi dans le pilotage même de sa transition écologique. Quand vous êtes une entreprise et que vous êtes capable de fermer les lumières à distance parce qu'au final vous vous rendez compte que les personnes ne sont plus là, parce que vous pouvez gérer à distance l'énergie, la température, tous ces éléments-là ne pourront passer que par des réseaux dédiés
donc 5G, parce que c'est les seuls qui permettront d'avoir ce type d'approche, notamment sur des sites, j'allais dire, fermés ou ouverts. Et donc, il ne faut pas voir uniquement le progrès, l'innovation, les nouvelles technologies comme au final un handicap pour la transition écologique. Et ça, on a oublié un tout petit peu de le dire, c'est aussi un levier formidable de transformation et de transition écologique. Il y a Carbon Trust a publié une étude qui montre bien que 1 giga, d'accord, 1 giga, c'est 1 giga de données que vous avez l'habitude d'utiliser, aujourd'hui déployés sur les réseaux, vont permettre demain de faire à peu près 10 gigas d'énergie évitée lorsque nous aurons tous utilisé au final ces réseaux, aussi dans une logique de piloter, de maîtriser notre empreinte environnementale. Pensez à l'agriculture. Vous arrêterez, j'allais dire, ces logiques d'irrigation quand vous savez que la pluie est tombée la veille et que globalement, automatiquement, le système ne se mettra pas en marche parce qu'il aura été capable par des capteurs de vérifier que la terre est assez humide pour éviter un énième arrosage qui n'est pas nécessaire. Donc voilà. Mais cette histoire qu'on est en train d'écrire, il faut qu'on la raconte et il faut qu'on la développe. Et c'est pour ça aussi que nous travaillons avec beaucoup, là encore, d'entreprises pour mettre à disposition une technologie que nous maîtrisons, mais surtout pour répondre à des usages et à des enjeux d'entreprise et de société, donc derrière, évidemment. Merci. Je vous propose de rebondir sur peut-être une question ouverte pour terminer. Vous avez évoqué l'accélération que représente la crise sanitaire, la pandémie. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas que la crise sanitaire, il y a aussi la crise des gilets jaunes avant. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister en ce moment à la fin d'un modèle qui était basé sur une idée qu'on allait vers une mondialisation heureuse, qui s'accompagnait de ce que j'appellerais une métropolisation du monde, c'est-à-dire que les gens en fait allaient de plus en plus chercher du travail, enfin allaient vivre là où il y a du travail, donc dans les très grandes villes, s'y concentraient. On a pensé à un moment que tout ça pouvait s'organiser autour des services, du tertiaire, qu'on pourrait créer une économie sans usine, par exemple, et tout concentré dans des métropoles, et que ces deux crises, et celle des Gilets jaunes et la pandémie en cours, nous montrent qu'en fait, on est en train de faire marche arrière sur ces notions-là qui ont prévalu pendant quand même quelques années, avec un retour en grâce des villes moyennes, par exemple, l'idée d'un retour à la souveraineté, de la nécessaire réindustrialisation du pays, beaucoup de discours autour de la décentralisation, l'explosion du télétravail. Est-ce que tout ça n'est pas en train de renforcer l'idée et la notion de territoire inclusif, c'est-à-dire que small is beautiful again, et qu'en fait on est en train d'assister à un mouvement de retour. Est-ce que vous percevez ça à votre échelle, cette espèce de volonté du public aujourd'hui de vivre, de non plus travailler, enfin de non plus aller vivre là où il y a du travail, mais de pouvoir travailler là où ils ont envie de vivre, et donc ce qui impose en fait un redéploiement, une réorganisation sociale, environnementale, de l'économie. Est-ce que ce mouvement de fond, je pose la question à l'ensemble du groupe, est-ce que ça c'est quelque chose que vous percevez à votre échelle, et comment est-ce que vos entreprises, ou comment est-ce que vous pouvez vous adapter à cette nouvelle tendance? Qui a envie de... Monsieur Lagarde. Ouais, merci pour la question. Deux remarques. Enfin, elle m'amène un certain nombre de remarques. La première, il y a eu je crois que c'était fin 2019, début 2020, une étude de l'Obsoco, l'Observatoire des consommations, qui est une étude d'un think tank de sociologues, qui a fait une grande enquête sur les idéaux des Français. Et c'est très intéressant parce que l'idéal numéro 1 des Français, c'est ce qu'ils ont appelé de la décroissance verte. C'est-à-dire qu'en gros, ces sociologues ont démontré que la plupart des Français rêvaient de ce que vous venez de dire, en fait. Et c'était bien avant le Covid, en fait. C'est-à-dire retour local, la place du village. Voilà. C'est en train de s'accélérer, non? Avec, moins de consommation, etc. Deuxième remarque, c'est techniquement, on a les moyens de le faire maintenant. C'est-à-dire que l'industrie 4.0, c'est quoi? C'est des petits centres de production fiables,
déconcentrée, utilisant la 5G, comme vous l'avez bien dit. C'est-à-dire qu'en gros, l'utilisation, enfin, je suis assez d'accord avec vous, l'utilisation principale de la 5G, c'est pas de se connecter plus vite à Netflix, c'est de l'utilisation professionnelle, en fait. Et cette utilisation professionnelle, elle permet ce genre de déconcentration. Donc, je sais pas vers quoi on va aller, mais en tout cas, on a les moyens de le faire, et c'est une aspiration des Français, de moi. Peut-être pour compléter, si on regarde les 20 dernières années, et il suffit de regarder différentes études qu'ont fait des géographes, la France a beaucoup bougé ces 20 dernières années, en dissociant ce que j'expliquais tout à l'heure, et nous on le voyait bien sur les réseaux, lieu de vie, lieu de travail, et en amorçant une forme de migration vers la sortie des villes, plutôt périurbaine, plutôt rurale. Et je pense que la crise sanitaire que nous venons de vivre, avec, j'allais dire, un retour à peut-être des valeurs plus individuelles ou de recherche d'équilibre plus important, vont accélérer le phénomène. Et on le voit bien, il suffit de, quand on va sur les territoires, et moi j'y vais souvent, chaque fois que je vais dans les territoires, c'est très frappant. Lot, Lozère, Aveyron, Vienne de Sèvres, Orne, à chaque fois j'entends la même chose, on a cru de 20% la population qui revient sur nos territoires. Nous, on l'entend parce que derrière, on a évidemment la pression pour accélérer le déploiement des réseaux. Donc, cet accroissement, il se fait sur tous les territoires, c'est ce qui est assez intéressant, donc pas uniquement autour de Paris. Et donc, effectivement, il va redéfinir une forme de cartographie de la France et de ses enjeux, à la fois, j'allais dire, en termes, nous, on le voit en priorité, parce qu'évidemment, comme les réseaux sont une condition, c'est le préalable pour venir, et donc on nous pose la question, êtes-vous là, serez-vous là, et à quelle échéance? Mais je pense que l'ensemble des pouvoirs publics vont devoir prendre ce sujet pour adapter le monde éducatif, les écoles, la restauration, parce qu'au final, on va se rendre compte qu'on va sans doute peut-être retrouver une forme d'équilibre qui va petit à petit s'installer, mais j'allais dire, elle ne s'installera que s'il y a cohérence dans l'action publique et au final dans l'offre de services. Si l'offre de services n'est pas disponible, si nos réseaux, que nous déployons pas seuls d'ailleurs, mais quand même en grande partie, ne sont pas au rendez-vous, bien sûr que la population ne suivra pas cette inclination personnelle qu'elle a. Donc on voit bien que c'est une transformation pour moi sociétale, et comme le disait Sophie, c'est la congruence de l'action d'un très grand nombre d'acteurs qui amènera à cette transformation et qui la rendra possible. Et j'ai trouvé intéressant de nous entendre avec des approches très différentes, aller quand même dans la même direction et contribuer à écrire cette nouvelle histoire demain. Sophie Bellon. Je vais juste rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit, mais moi je suis complètement d'accord que de toute façon c'était une tendance qui était déjà là et qui ne fait que s'accélérer. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même des défis multiples. Vous avez parlé de la crise des Gilets jaunes, donc il y a une crise sociale. Je pense qu'aujourd'hui c'est relativement calme. Parce que parce que l'État a fait son travail et a soutenu beaucoup de particuliers, beaucoup de personnes, donc c'est une bonne chose. Mais bon, on est quand même à des défis multiples, que ce soit environnemental, que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit sanitaire. Jamais personne avant ce qui est arrivé ne pensait que la moitié du monde pouvait être confiné comme ça du jour au lendemain. Et donc moi, je pense que la solution, je l'ai dit, et puis Fabienne vient de le redire aussi, c'est une coopération entre acteurs qui va faire qu'on va trouver des solutions innovantes. Après, ce que je voudrais dire, c'est que il va peut-être aussi falloir qu'il y ait un cadre à inventer. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un cadre qui parfois ne facilite pas ces coopérations. Et donc, il va falloir inventer un nouveau cadre qui va permettre à des acteurs publics, privés. Parfois, il y a quand même une grande méfiance du public par rapport au privé, et notamment en France, on peut le dire. Nous qui sommes dans plusieurs pays, il n'y a pas forcément cette méfiance ailleurs, dans d'autres pays. Donc, et puis aussi aller vers l'associatif. Et il va falloir construire quelque chose de beaucoup plus fluide pour que ça nous permette d'innover et justement de créer cette valeur sur les territoires qui est indispensable. Voilà, moi c'est ce que je voulais ajouter. Dialogue à l'échelle locale. Juste pour compléter, je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui a été dit et je pense qu'aussi, nous, entreprises, on a aussi notre rôle à jouer et en particulier là avec, si je prends l'exemple des nouvelles façons de travailler,
où très clairement le niveau de flexibilité qu'on va pouvoir aussi accorder à l'ensemble des salariés va être aussi déterminante de la transformation de ces changements qui arrivent. Par exemple, chez nous, en fait, pour être très clair avec vous, on n'est pas encore tout à fait clair sur comment est-ce qu'on va s'organiser. En fait, on n'est pas encore tout à fait clair parce que nos propres salariés ne sont pas clairs eux-mêmes encore. Et en fait, on a initié toute une réflexion très très inclusive avec l'ensemble des salariés pour leur demander, voilà, d'après vous, quelle serait la meilleure façon, le meilleur cadre de travail. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a, oui, une volonté de flexibilité, et il y a aussi une volonté de se retrouver. Il faut qu'on trouve le bon équilibre, et que, alors nous-mêmes qui sommes plutôt basés en province, et voilà, on sent qu'il y a un vrai engouement pour revenir sur nos sites et revenir dans les bureaux. Mais il y a aussi, c'est vrai, une volonté de garder cette flexibilité, donc aussi à nous de nous adapter par rapport à ça. Merci beaucoup. Écoutez, je vous propose, je vais céder ma place à Monsieur Éric Lombard, directeur général du groupe Caisse des dépôts, pour la clôture de cette table ronde, qui a été très large, donc il va avoir la difficile tâche de nous faire la synthèse de nos débats. Et voilà, le mot de la fin lui appartient. Je vous remercie. Monsieur Lombard. Bien, merci. Je crois pouvoir résumer l'avis de tous ceux qui ont suivi cette table ronde pour dire que c'était vraiment passionnant. Donc, un très grand merci à vous. Merci Ross McInnes de nous avoir montré le rôle clé de l'industrie dans la vie dans les territoires, dans le maintien d'un tissu productif de richesse en France qui est absolument essentiel et auquel tu as bien montré comment Safran y contribuait. Merci à Sophie Bellon. Clichy-sous-Bois, c'est un exemple intéressant d'une ville de banlieue. Clichy-sous-Bois aurait dû être relié à la capitale et d'ailleurs aux villes environnantes il y a 60 ans. Et le tramway est arrivé l'année dernière. Donc, l'évolution n'a pas été ce qui était prévu. Depuis, sous l'autorité d'un maire, Olivier Klein, extrêmement engagé, beaucoup de travail a été fait. Et ce projet de légumerie, je le trouve magnifique parce que c'est vrai qu'il réunit tout. Aussi la qualité d'alimentation, notamment des gens plus modestes qui n'ont pas forcément la culture ou le temps voilà. Et donc, je trouve que c'est un très beau projet. Et ça montre bien, avec le projet de Sodexo, le rôle beaucoup plus riche de l'entreprise que ce qu'on envisageait il y a quelques années et qui a été bien décrit. Merci à Fabienne Dulac. C'est vrai que ce qui a été dit, et notamment la question que vous posez sur l'équilibre entre les différents territoires de la République, c'est absolument essentiel. Et on assiste à un rééquilibrage. Pour la première fois depuis 2 ans, il y a un mouvement démographique en faveur des zones rurales. Ça ne s'était pas produit depuis des dizaines d'années. Et ce que vous avez dit sur les petites villes est vrai. Et c'est vrai que ça s'appuie sur le fibrage du territoire, ça s'appuie sur la 4G, la 5G aujourd'hui, et évidemment, Fabienne l'a bien décrit, c'est un rôle clé. Romain Dumas, c'est vrai que d'abord, au-delà du côté industriel, voilà, je suis ravi, moi qui ai un petit chat, d'apprendre que grâce à ça, mon espérance de vie, soudainement, s'est accrue. Donc, ça me permettra de l'excuser, parce qu'à chaque visioconférence, elle a l'habitude de traverser l'écran, ce qui est gênant, voilà, et parfois de rajouter quelques fautes de frappe à mes mails, mais donc je lui pardonnerai plus volontiers. Et Pascal Lagarde, le travail que fait Bpifrance et qu'on fait souvent ensemble, effectivement, de soutien de l'ensemble du tissu industriel français en complément de nos banques est très précieux. Moi, je voudrais en conclusion venir sur deux séries de sujets. Une réflexion quand même, macroéconomique sur justement l'inclusion dans l'économie aujourd'hui, et puis quelques exemples concrets de ce que fait la Caisse pour compléter modestement ce que vous avez dit les uns et les autres. Sur la vision macroéconomique, mais je vais faire très simple, je ne suis pas non plus économiste. En fait, les 30 Glorieuses dont on parle souvent, c'était une période de la vie économique et politique d'ailleurs, caractérisée par une forte croissance et une croissance précisément très inclusive, parce que c'était un moment où les salaires augmentaient, où les personnes étaient formées de façon très, très large, et en réalité où le capital était finalement pas tellement rémunéré.
et les dirigeants d'ailleurs moins qu'aujourd'hui. Et donc c'était une période de croissance en réalité extrêmement équilibrée. Et pour des raisons diverses sur lesquelles je vais pas revenir ce matin, le déséquilibre a commencé à se produire, et il s'est produit en même temps qu'un déséquilibre sur un des éléments clés de l'économie qui sont les taux d'intérêt. Le fait que les taux d'intérêt soient très bas a des impacts majeurs. Et l'impact que ça a eu, alors après quelle est la cause, quel est l'effet, je ne sais pas, c'est que le capital a commencé à être beaucoup mieux rémunéré qu'avant. Et quand les taux d'intérêt à long terme sont à zéro, que le capital rapporte du 8%, on est quand même très au-dessus de la rémunération du risque qui était attendu quand on a fait nos études les uns et les autres. Les salaires ont peu évolué. Alors, est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que c'est à cause de la mondialisation, de la concurrence des pays émergents? Mais les salaires ont peu évolué, ce qui fait que le niveau de vie des salariés ne s'est pas amélioré. Et donc, on a une divergence qui s'est faite et qui est extrêmement préoccupante. Aux États-Unis, depuis 20 ans, il n'y a aucune amélioration du niveau de vie des salariés et il y a évidemment une explosion du patrimoine de ceux qui ont un patrimoine. Alors le modèle social européen, et notamment français, a évité que ça diverge à ce point, mais en fait ça diverge. Et ce que nous dit par exemple, me semble-t-il, la crise des Gilets jaunes, c'est que cette évolution économique, elle est de moins en moins acceptée par les gens, par les hommes et les femmes, et comme nous sommes en démocratie, qui vont le signaler de plus en plus fortement. Et donc, à cet égard, une économie plus inclusive, c'est d'abord plus équitable et plus éthique. Bon, incidemment, ça fonctionne mieux, parce que si on regarde le fonctionnement des 30 Glorieuses, une économie plus équitable, ça fait aussi plus de gens qui sont plus à l'aise, qui consomment plus. Et je trouve qu'une des leçons du Fordisme, c'est déjà assez ancien, mais Ford voulait bien payer ses ouvriers pour qu'ils puissent acheter ses voitures. Alors, je ne pense pas qu'on puisse payer les ouvriers au point d'acheter des avions fabriqués par Safran, mais c'est quand même un petit peu ça l'idée. Et puis, la transition écologique énergétique, elle va aussi demander du pouvoir d'achat. Parce que si on veut que les femmes et les hommes sur nos territoires achètent des produits agricoles bio faits localement, ça va probablement coûter plus cher. Et si on veut que l'industrie soit rapatriée sur nos territoires, ça va peut-être coûter un petit peu plus cher. Et donc, on a vraiment un sujet de rééquilibrage du pouvoir d'achat. Donc, une économie plus inclusive et mieux équilibrée, c'est absolument décisif. Et ça rencontre totalement la nécessité d'une économie aussi plus durable. C'est que pour moi, une économie inclusive doit aller avec une économie durable, c'est-à-dire qui finance la transition écologique énergétique. Par rapport à la décroissance verte qui est présentée par quelqu'un comme un rêve, moi je suis en total désaccord avec ça. La transition écologique énergétique, elle va demander beaucoup de capital. Puisqu'il faudra remplacer le capital ancien, des stranded assets, c'était dit, je crois, par Pascal Lagarde, par du capital nouveau, des centrales solaires, des centrales éoliennes, remplacer ce que la Caisse finance à tour de bras, les bus au diesel par des bus électriques ou à hydrogène. Et donc, ça demande de la croissance. Et cette croissance, elle est indispensable, surtout qu'on est en train de se rendre compte que en fait, le réchauffement climatique va en fait mettre la croissance en danger. Donc, on a vraiment convergence de la nécessité d'avoir une économie plus inclusive et une économie plus durable. C'est absolument essentiel. Alors, le rôle de la Caisse des dépôts, et je suis très heureux de voir qu'il y a une convergence entre le rôle d'une Caisse des dépôts qui est une institution publique. La Caisse n'a pas d'actionnaire, ce qui nous oblige d'ailleurs nous aussi à être rentables, parce que comme on n'a pas d'actionnaire, il faut qu'on construise notre propre capital, et qui a un mandat d'intérêt général. Et cette convergence entre le mandat d'une Caisse des dépôts, qui depuis plus de 200 ans sert les Français, et d'entreprises privées qui se mettent aussi dans leur raison d'être la nécessité de servir et leurs collaborateurs et les Français, me paraît quelque chose de très fécond pour l'avenir. Alors, peut-être trois coups de projecteur sur des éléments très concrets que nous faisons. D'abord, développer toute l'insertion par l'activité économique. Et on a, ça a été dit par les uns et par les autres, des travaux d'insertion qui sont faits dans des entreprises cotées, qui sont des entreprises privées. Ça se fait aussi beaucoup par l'économie sociale et solidaire, qui est une économie qui se développe. Moi, je voudrais citer par exemple un exemple, celle de Bretagne Atelier, qui est une association industrielle, qui est sous-traitant de l'industrie. Sur 550 collaborateurs, il y en a 420 en situation de handicap. Et c'est une entreprise qui se développe en Bretagne très activement.
J'avais été visiter aussi à Sens. Alors, c'est pas une légumerie, c'est une recyclerie qui s'appelle Pénélope. Mais on voit bien que ce type d'action, et Pénélope à Sens, c'est à la fois du recyclage de différents biens et qui est géré dans le cadre du programme qui s'appelle Action Zéro Chômeur de longue durée, et qui permet de réinsérer dans l'emploi des personnes qui ont été éloignées. Et on voit bien que si on fait ça, on fait à la fois du développement économique, de l'insertion, et puis on évite aussi les dérives auxquelles peuvent être conduites des personnes qui sont trop éloignées de l'emploi et de la société. Et plus largement, l'économie sociale et solidaire est une économie qui se développe. On a notamment chez les jeunes de plus en plus de personnes, et c'est leur liberté, il faut au contraire favoriser ça, qui préfèrent travailler dans une association, dans des organismes qui ne cherchent pas à faire du bénéfice, mais uniquement d'avoir un impact social. Et c'est quelque chose effectivement qu'on développe beaucoup conjointement avec BPI-France. Je dirais que la Caisse des dépôts s'occupe de l'économie sociale et solidaire traditionnelle, mais il y a tout un pan qui rejoint le développement économique, et notamment avec un projet qu'on appelle entre nous la BPI des quartiers. On accompagne les entrepreneurs, notamment des quartiers, qui ont beaucoup de choses à nous dire et qui parfois manquent de financement et de soutien. Et il y a un tissu associatif que nous soutenons qui est extrêmement précieux. Et puis ça a été dit, autour de ça, il y a tout ce qui est formation professionnelle. Alors c'est un sujet qui s'améliore continuellement au fil des gouvernements. Moi, je voudrais donner quelques coups de projecteur. Ross McInnes a rappelé que avant le début de la crise sanitaire, l'industrie, et pas seulement Safran, avait du mal à trouver des collaborateurs. En fait, il y avait 500 000 offres non pourvues dans l'industrie. 500 000, c'est énorme. Et on n'a pas exactement le système de formation adapté dans notre pays, avec les formations professionnelles qui ne préparent pas assez à l'industrie, et puis les formations universitaires ou des grandes écoles qui préparent des cadres, mais on n'a pas besoin que de cadres. Et nous, on est très impliqués à la Caisse des dépôts sur le développement de ce que nous appelons les écoles de production, qui sont une forme de troisième voie, et qui, en liaison avec les entreprises, parce qu'il faut former effectivement des jeunes pour les préparer à des emplois dans les entreprises, qui puissent être préparés à rentrer dans les entreprises. Et puis naturellement, les entreprises elles-mêmes font des efforts. J'avais été lors du tour des entreprises animées par BPI-France, notamment à Sochaux, où le patron de l'usine PSA explique que toute personne qui rentre dans l'usine est embauchée immédiatement, même si la personne ne sait rien faire, on le forme. Donc il y a là une source absolument incroyable d'inclusion, mais naturellement, si on développe les écoles de la production, ça permettra quand même de mieux préparer les choses. Toutes les entreprises n'ont pas la capacité de former intégralement les personnes qui les rejoignent. Il y a aussi tout ce qui est fait par une belle association qui s'appelle Simplon, et qui prépare les personnes, et notamment les jeunes, à tout ce qui est numérique, à l'analyse de la data, et c'est évidemment un levier d'inclusion qui est essentiel. L'électronisme que Fabienne Dulac a évoqué est un frein, naturellement, au développement et à l'insertion des équipes. Et puis, puisque le pays est en train de se câbler et que donc nous sommes en avance sur l'Europe, je crois que de plus en plus on va pouvoir opérer et mettre en place des services par le biais de plateformes. Je voudrais juste citer deux exemples qui fonctionnent vraiment bien. Une qu'on a lancée, qui a été lancée avec Myriel Pénicaud il y a 1 an et demi, qu'on appelle Mon compte formation. Alors pour ceux qui n'ont pas été sur Mon compte formation, c'est l'ancien compte de formation professionnelle. Sauf que maintenant, c'est intégralement digitalisé, c'est-à-dire que 33 millions de Français ont un compte. Vous pouvez l'ouvrir, vous allez sur moncompteformation.fr, vous tapez votre numéro de sécurité sociale, avec en moyenne 1 500 € disponibles, et ça donne accès à des dizaines de milliers de formations, dont un quart sont des formations qui peuvent être faites en digital. Inutile de vous dire que ça a explosé. Alors c'est très intéressant le digital. Depuis que Mon compte formation existe sur smartphone, on a vu des effets massifs qui en réalité n'étaient pas attendus. Alors d'abord, il y a eu une baisse du prix des formations. Ça, c'était attendu, parce que la concurrence, elle est beaucoup plus ouverte, et donc les organismes se sont adaptés. Deuxièmement, il y a un rééquilibrage des personnes qui bénéficient de ces formations. Avant, les personnes qui prenaient des formations professionnelles étaient plutôt des cadres ou des personnes qui étaient déjà formées. Aujourd'hui,
grâce à cette formation digitale, on a une catégorie de population beaucoup plus homogène qui en bénéficie, et donc des gens qui ont peu de formation en bénéficient. Et puis on a aussi un équilibre homme-femme qui s'est rétabli. Auparavant, c'était surtout les hommes qui prenaient des formations professionnelles. Pourquoi, franchement, je ne sais pas. Mais depuis qu'il y a mon compte formation, on est plus dans la parité, ce qui, évidemment, est indispensable. Depuis 1 an et demi, il y a eu 2 millions de dossiers acceptés, ce qui est quand même considérable. Il y a 1 million de formations qui sont disponibles. Et donc, tout ça avance vraiment bien. Et puis, deuxième plateforme, alors là, qui a été lancée pendant le confinement, ce qui prouve qu'on peut travailler pendant le confinement. Et je veux rendre hommage aux équipes de la Caisse qui ont effectivement, comme beaucoup d'autres, travaillé pleinement pendant le confinement. Une plateforme qui s'appelle Mon Parcours Handicap, qu'on a développée avec la CNSA, le Centre national des solidarités actives, pour mettre à disposition des personnes en situation de handicap l'ensemble des services auxquels ils peuvent avoir accès. Et souvent, on sait bien quand on dialogue avec les associations ou avec les personnes en situation de handicap, ce sont des personnes qui ne connaissent pas toujours l'étendue limitée, mais enfin quand même, des droits, des services, de l'accompagnement qui peut leur permettre, dans leur vie quotidienne ou d'avoir accès au travail dans les entreprises. Donc, il y a vraiment ces développements de plateformes, et je voudrais dans les plateformes citer, alors là c'est plus large, mais la plateforme de la Banque des Territoires. On a créé la Banque des Territoires précisément pour répondre à un souci d'équilibre. On est maintenant à des centaines de milliers de visites par mois de cette plateforme, sur lequel il y a beaucoup d'informations. Et on voit bien que ça accompagne ce rééquilibrage dont je parlais, avec beaucoup de personnes qui quittent les métropoles pour aller dans les villes moyennes, et aussi de personnes qui quittent les métropoles régionales pour aller dans des villes plus petites. Alors, cet accompagnement des territoires, il faut être attentif à ce qui n'aille pas avec des déséquilibres qui s'accroîtraient. Moi, je ne partage pas les analyses qui sont faites de France périphérique. Je pense que c'est un concept qui n'est pas exact. En revanche, il faut veiller à ce que chaque catégorie de territoire, que ce soit les zones rurales, les petites villes, les villes moyennes, aient droit à un développement équilibré et équitable. Pour ça, on a quelques initiatives qui ont été mises en place. Moi, je voudrais citer une initiative qui s'appelle France Service, qui est menée conjointement avec l'État, et sur lequel le président de la République a pris un engagement, c'est qu'il y ait un espace France Service dans chaque canton, il y a à peu près 2000 cantons en France, d'ici à la fin du quinquennat. Et les espaces France Service, on est un pays quand même où l'État et les services publics jouent un rôle très important, et c'est d'ailleurs très bienvenu, notamment dans ces moments difficiles. Ça vise à mettre à disposition des Françaises et des Français dans tous les cantons l'ensemble des services publics. C'est-à-dire que vous allez dans un espace France Service, vous avez des personnes qui vont pouvoir vous aider à avoir accès à Pôle emploi, à l'assurance maladie, vous aider pour remplir vos impôts pour ceux qui payent des impôts. Il y a une dizaine de services publics, et on est en train d'ailleurs aussi de développer des maisons France Service itinérantes dans des bus pour que véritablement les services publics soient portés à tous. Et on a pu démontrer dans la période récente, il y a un livre très intéressant de Laurent Davzy qui a montré ça de façon très méthodique, qu'en réalité, depuis plusieurs années, la présence de l'État dans les zones rurales, dans les petites villes, s'est plutôt accrue. Et les difficultés des territoires viennent plutôt des endroits où, pour des raisons X ou Y, et parfois malheureusement ce sont des bonnes raisons, des entreprises sont parties. Ou parfois d'ailleurs des administrations. Quand Ross McInnes parle des villes de garnison, il y a une ville comme Châlons-en-Champagne qui, la même année, a perdu son titre de capitale régionale et a perdu sa caserne. Donc voilà, on a évidemment soutenu vigoureusement les élus pour compenser. Mais ça, on ne pense pas tout de suite. Donc, ces plateformes sont importantes. Il faut accompagner le fait que les Françaises et les Français puissent avoir accès au numérique. Et en liaison avec le gouvernement, on est en train de porter une initiative pour recruter 4000 conseillers numériques qui seront dans les maisons France Service. Cet été, on en aura déjà 1000 pour que, effectivement, les personnes puissent être formés à ça. Et j'étais récemment dans la Somme, où le département met à disposition une petite camionnette avec un branchement sur satellite pour, en avance de phase, aller former les gens, leur expliquer voilà à quoi peut vous servir le numérique. On va vous montrer comment fonctionne une tablette, et ces éléments sont extrêmement utiles pour avoir
un développement plus équilibré de nos territoires. Voilà. Je voudrais pas être plus long, surtout que manifestement la garde montante arrive. Je voudrais à nouveau remercier les participants pour la qualité du panel et la qualité des débats. Et je voudrais dire, moi aussi je voyage beaucoup, je vais beaucoup dans les quartiers, dans les villes, dans les villages. Il y a dans notre pays beaucoup d'énergie, beaucoup d'optimisme, beaucoup de capacité de rebond. Et je voudrais juste dire, pour conclure, que il n'y a pas de territoire qui n'a pas de chance dans notre République. En revanche, il y a quelque chose qui est très distinctif entre les territoires. Les territoires où il y a une coopération entre les acteurs, notamment entre les élus, les acteurs économiques, les citoyens, sont des territoires qui vont bien, qui se développent. En revanche, dès qu'il n'y a pas de coopération, pas de dialogue, là, franchement, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, un appel au dialogue et au travail collectif qui vraiment donne toutes ses chances à chaque territoire. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup.